T'as vu ce qu'ils font? Comment ils ont eu cette idée? C'est génial! Tu crois qu'on va me prendre au sérieux? Mais je détaille jusqu'à quel point, là, mon business plan. Moi, j'aimerais bien que mon banquier pense aussi au monde de demain. Bienvenue sur le podcast des banquiers itinérants de la Nef. Depuis 30 ans, notre coopérative bancaire citoyenne, 100% transparente, soutient exclusivement des projets à impact positif. Dans notre métier, tous les jours, nous accompagnons des entrepreneurs engagés et courageux. On va vous partager notre expérience et surtout la leur. Prête à tout? C'est le podcast pour découvrir les emprunteurs de la Nef qui vous présenteront leurs superbes projets et leurs galères pour le financer. En fin de podcast, nous vous donnerons les clés indispensables pour résoudre ces problématiques de financement des entreprises. Bonjour, je m'appelle Laetitia Dourdan, je suis banquière itinérante sur le territoire de Provence-Alpes-Côte d'Azur pour la Nef. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Alexandre Iliadis, créateur et fondateur de Racine, une boulangerie issue de l'École internationale de boulangerie, qui est partenaire de la Nef et qui nous a donc présenté Alexandre en 2021 pour l'accompagner sur son projet. Nous avons donc financé ici à Carnoux en Provence l'installation de Racine sur la partie travaux et aménagement du local, le tout en partenariat avec la Société marseillaise de crédit qui a effectué en crédit bail le financement des matériels. Bonjour Alexandre. Bonjour Laetitia. Quelle est l'activité de Racine? Pouvez-vous nous donner quelques chiffres? Oui, tout à fait. Alors nous sommes déjà une boulangerie bio au levain. On travaille sur des farines écrasées à Sisteron, donc pas très loin d'ici, à 200 km. On travaille aussi sur le fait que le levain est quelque chose qui rend le pain beaucoup plus digeste et beaucoup plus goûteux en fait. Et donc on améliore aussi l'aspect nutritionnel des aliments. D'accord. Donc, en fait, la problématique de Racine, c'est que quand je mange une tartine, je la digère beaucoup mieux. Et sur la fabrication du pain, cette technique qu'on apprend à l'École internationale de boulangerie, de cultiver son petit morceau de levain, et vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça se passe? J'ai l'impression que c'est comme un nouveau-né, en fait, dont on prend soin et qu'on fait grandir un peu tous les jours. Ouais, c'est un peu ça, en fait. Tous les jours, en gros, on garde une souche de levain. Et cette souche de levain, ça peut être 10 grammes qu'on récupère chez un collègue. On le remélange avec de l'eau et de la farine. On y met on le met au chaud. On le fait fermenter et c'est avec ça qu'on fait du pain. On le mélange à de l'eau et de la farine et du sel. On pétrit pour faire du gluten. On divise, on façonne, on laisse un peu fermenter dehors. On met au froid ou pas selon les différentes techniques. Et le lendemain matin, du coup, on cuit le pain directement et on garde toujours un petit bout de souche qu'on rafraîchit le lendemain et qu'on renourrit avec de l'eau et de la farine, tout simplement. Et alors, en quoi c'est meilleur, cette petite souche naturelle qu'on élève tous les jours par rapport à un pain classique? Du coup, on y met moins de sel. C'est du pain qui a plus de goût, donc moins de sel. Un indice glycémique qui est beaucoup plus bas qu'un pain blanc. C'est du pain aussi qui se conserve plus longtemps, du fait du levain, je pense que clairement ça y joue. Et ensuite, c'est un intérêt aussi au niveau de la digestion du gluten, puisque le levain est acide et donc il prédigère en fait le gluten, ce qui nous permet de l'assimiler beaucoup plus facilement que du pain blanc à la levure. Qu'est-ce qui vous a donné le déclic de vous lancer, en fait, de créer Racine? Vous étiez issu de l'activité boulangerie ou dans la famille, il y avait des boulangers? Pas du tout. C'est au final un constat de plusieurs paramètres qui se sont un peu télescopés. Je savais que je voulais faire un métier manuel, donc juste pour le contexte, j'étais ingénieur dans un bureau, ingénieur en électronique à Paris. Donc je savais que je voulais faire un métier manuel, c'était la première chose. Un métier qui soit de bouche aussi. J'ai beaucoup d'intérêt pour tout ce qui a trait à la nourriture. Et ensuite, j'ai eu un déclic le jour où j'ai fait un stage dans une boulangerie dans le Nord, à Metz. C'était ma première expérience en boulangerie bio au levain du coup, et ça m'a tout de suite plu rien que de voir les pains levés le matin, c'était quelque chose d'assez fantastique. C'était visuel. Ouais, c'était visuel, mais sensuel même, je sais pas, mais du coup, c'est à partir de ce jour, j'ai su que j'allais me plonger dans ce métier. Pour revenir à l'École internationale de boulangerie, c'était un plus de passer par leur formation? Oui, du coup, clairement, ouais. C'est très, très efficace comme formation. On y passe 3 mois et demi.
On peut y faire trois stages. Et le gros avantage, c'est qu'on apprend à la fois à faire du pain, mais surtout on apprend à monter son entreprise. Et c'est là où c'est très fort, c'est qu'on apprend à rédiger un business plan, à faire nos calculs, anticiper le financement, gérer l'entreprise, calculer ses marges, la totalité. Et c'est une mine d'informations à laquelle on accède en très peu de temps. Ouais. Si aujourd'hui les auditeurs du podcast de la Nef voulaient vous aider, vous soutenir, alors je comprends bien qu'il faut qu'ils viennent jusqu'à Carnoux acheter leur pain, mais est-ce qu'il y a d'autres moyens ? Est-ce qu'ils peuvent relayer par exemple une page, des infos qui seraient quelque part ? Oui, ils peuvent nous suivre sur Instagram ou sur Facebook pour voir nos créations et peut-être en parler à des proches qui seraient dans la région, volontiers. D'accord. Et donc le site Facebook s'appelle Racine comme... Boulangerie.racine, au pluriel. D'accord. Et alors bon, la création, c'est une belle aventure, c'est chouette, le pain se lève, mais il a fallu aussi, par rapport au local et à l'installation, faire lever le local. Comment ça s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu des galères avec le financement ? Est-ce que cette problématique, vous avez pu rencontrer ? Est-ce que vous en avez rencontré des problématiques à la création et à l'installation ? Racontez-nous. Alors donc du coup au niveau galères, les galères se sont avérées sur la partie pratique du projet, donc à savoir le projet, pour moi c'était une première phase un peu théorique avec la prospection d'un local, les devis des artisans, on reste toujours sur de la théorie, avec le montage financier, avec la recherche d'un prêt, on reste toujours dans la théorie, et quand on passe à la pratique, c'est là où ça se corse un petit peu. Si on obtient le prêt, c'est bien. C'est ce qui s'est passé. Donc jusque-là, ça allait bien. Et ensuite, après, c'est au niveau donc, des travaux où au final, on tombe sur des galères qui sont pas prévues, qui sont dues aux artisans, mais pas que, qui sont dues aussi aux voisins, à l'environnement, qui sont dues peut-être au propriétaire qui n'a pas fait gaffe à une clause ou à une question qu'on lui avait posée, mais à laquelle il a répondu à côté. Enfin... Voilà, plein de petites choses au final qui font que en fait, les sous deviennent rares à la fin. Parce que le local où on se trouve ici aujourd'hui à Carnoux, c'était quoi au départ ? C'était du coup, c'était, on peut dire ça, un entrepôt en fait. C'était du stockage pour quelqu'un qui faisait des enseignes, donc du gros matériel. D'accord. Rien à voir avec de la boulangerie, pas d'alimentaire, pas de voilà. Donc, il n'y avait pas de labo, il n'y avait pas de four, il n'y avait rien du tout. Il y avait juste un ordinateur comme ici, mais sinon, c'est tout. D'accord. Et justement, sur ces différentes galères qui ont généré des retards, je suppose, est-ce que vous aviez anticipé sur la partie financière ? Est-ce que vous aviez prévu ces galères au niveau trésorerie ? Du coup, oui, voilà, j'avais prévu sur les travaux, pas sur le matériel. Donc sur les travaux, j'avais prévu 5% en plus de marge pour les imprévus. Je savais qu'il allait y avoir des galères. Enfin, j'imaginais, tout le monde en parle, tout le monde le sait. Mais du coup, ça a été pas suffisant. Ça a été un peu juste. Donc sur ces galères d'aménagement des locaux, vous aviez prévu une trésorerie supplémentaire ? Quel type de galère vous avez eu déjà au départ sur cet aménagement ? Donc déjà, la première galère qu'il y a eu, c'est un mois avant l'ouverture officielle que j'avais prévue, qui était début juin. J'ai découvert que j'avais besoin d'un permis de construire. En fait, je m'étais bien renseigné 4 mois avant auprès de l'artisan qui me faisait les travaux. Il m'avait assuré qu'il n'y avait pas besoin de permis de construire, qu'il n'y avait besoin que d'une déclaration préalable, qui était rapide à faire. Qu'il avait faite, puisque c'était prévu comme ça, c'était prévu dans le contrat. Et au final, j'ai reçu un refus de la mairie, donc juste un mois avant d'ouvrir les travaux, me demandant de redéposer un permis de construire visé par un architecte. Donc il fallait trouver l'architecte, il fallait faire les plans, que l'architecte fasse tout le dossier, que le dossier soit déposé en mairie. Il y a 1 mois minimum d'études du dossier, voire 2. Et ensuite, c'est jamais fini, puisqu'au final, il faut faire vérifier les travaux par une société externe. En tout cas, ça a été le cas, l'architecte me l'a imposé. Il faut que ça soit vérifié par la mairie. Au final, c'est une histoire qui dure 2 ou 3 mois, quoi. Donc, un décalage d'ouverture de 2 ou 3 mois. Voilà, exactement. D'accord. Bon, le problème du permis de construire est résolu, la commission de travaux est passée. Il y a eu d'autres galères liées au local, au voisinage, à l'implantation ?
Oui, sur le matériel, par exemple, on a eu un petit souci sur les chambres de fermentation, du coup. Donc les chambres de fermentation, en gros, c'est un gros frigo, mais les groupes, on les place en général à l'extérieur pour les questions de bruit et de thermique. Et du coup, j'avais eu l'accord du propriétaire comme quoi je pouvais les mettre juste, à côté des chambres, mais dehors. Donc il y avait juste à percer un mur. Et en fait, il s'est avéré que, le voisin ne voulait pas, enfin en tout cas, ça le dérangeait, dans le sens où, lui, c'était, un passage, dans lequel il transportait des meubles, donc impossible de mettre ces groupes, à cet endroit-là. Du coup, pas le choix, il a fallu racheter des groupes plus puissants, donc un bon investissement de, 7 000 € pour déplacer les groupes et les mettre plus loin sur le toit. Donc 7 000 € supplémentaires à ce qui était prévu au départ dans le plan de financement. Voilà, sachant que j'avais prévu que 5 000 € de plus pour, les travaux. D'accord. Et donc, pour toutes ces galères-là, tous ces petits soucis, entre guillemets, vous aviez prévu une trésorerie plusieurs mois d'avance ou parce que, enfin, à moins de les avoir cachés, il faut les retrouver, les 7 000 €. Oui, c'était pas évident, ouais, effectivement. Ben, déjà, j'ai pu négocier un petit peu avec le fournisseur de matériel qui m'a proposé de le régler déjà un peu plus tard. Donc ça, déjà, ça permet de voir venir. Il m'a gentiment proposé de le payer dès que j'avais un peu lancé l'activité. Et ensuite, effectivement, il faut les trouver, il faut arriver à rogner un petit peu, déjà, récupérer un peu l'argent qui a été perdu avec l'artisan au final. Ça a été une première technique pour retrouver un peu d'argent. Et ensuite, forcément, trouver peut-être un petit peu de financement perso aussi pour arriver à joindre les deux bouts et pas commencer directement dans le rouge. Et alors, ce retard d'ouverture, est-ce que le propriétaire des locaux vous a fait un délai de règlement des loyers? Est-ce qu'il a accepté que vous régliez le loyer plus tard, par exemple? Parce que c'est un gros budget aussi, le loyer, dans un plan de financement. Oui, tout à fait, mais du coup, là, ça n'a pas été possible. Au final, j'avais déjà réussi à négocier les 2 premiers mois à tarif préférentiel et au final, on est resté là-dessus pour la suite. Oui, en fait, c'était les 2 mois avant le démarrage, les 2 mois de travaux Voilà. théoriques qui se sont transformés en 4 mois. Donc, effectivement, le propriétaire n'a pas souhaité vous redonner un coup de main pour les 2 mois supplémentaires. Et alors justement, dans le plan de financement, vous aviez prévu des embauches. Est-ce que ça a décalé une embauche d'un salarié, ces difficultés de trésorerie, ou pour l'instant, non, tout se passe bien? Non, pour l'instant, tout se passe bien. J'avoue que j'ai eu la chance de tomber sur des gens très compréhensifs au début, qui ont accepté en fait de décaler leur embauche d'1 mois à 1 mois et demi. Donc ça, c'était très intéressant, enfin très bien, très Oui, c'est cool, une façon aussi c'est aussi une façon d'avoir de la trésorerie, de savoir qu'il y a une équipe qui attend derrière, qui est prête à vous accompagner et qui est prête à attendre encore 1 mois pour venir travailler avec vous, quoi. Chacun à son niveau a fait un petit effort sur la trésorerie. Clair, ouais. Ça s'est très bien goupillé, ouais. Super. Et alors pour finir, les galères sont terminées, tout est en place. L'ouverture, c'était au mois d'août. C'était quel jour? Ça s'est passé comment? Le stress, l'appréhension ou voilà, les premiers jours, les premières heures, les premiers clients? Ouais, c'était intense. Intense et à la fois un soulagement en même temps de pouvoir ouvrir, de concrétiser le pas en fait au bout d'1 an de recherche de l'eau. Enfin bon, tout ce qu'on s'est dit juste avant. D'en faire du pain, en fait, rien que ça, c'était juste un soulagement. Et après, intense, forcément, parce que ne serait-ce qu'au niveau de la caisse, j'ai mis 1 semaine à comprendre comment ça marchait et que les sous, c'est un peu la base du truc et que c'était vraiment flippant. Je passais des journées de 14-15 heures à la boulangerie à essayer de faire du pain et à tout gérer en même temps. C'était intense. Et donc, le ressenti client, là, au bout de 2 mois là, d'ouverture, comment ça se passe? Ils sont heureux, le bouche à oreille fonctionne. Ouais, tout à fait, ça commence à prendre. Donc du coup, là, au bout de 2 mois et demi, on a vu une vraie différence. Les gens en parlent, on a vraiment des gens qui sont adorables, qui disent qu'on est venu parce que notre voisin ou le voisin de notre voisin ou le neveu de notre voisin est venu nous dire qu'il y avait du pain, tout ça. Enfin bon, c'est vraiment super touchant et on a des gens qui sont vraiment, on sent que c'est un soulagement qu'on ait ouvert pour eux, qu'ils aient enfin du pain qui soit comestible. Enfin, c'est toujours très satisfaisant d'avoir ce genre de retour. Et maintenant, creusons ce sujet avec les banquiers itinérants de la Nef.
Alors, comment calibrer sa trésorerie de démarrage ? Au démarrage, les investissements sont nombreux et le temps d'avoir une clientèle, il faut prévoir une trésorerie solide afin de ne pas se retrouver, selon l'expression boulangère consacrée, dans le pétrin. Dans le contexte d'une installation, la trésorerie s'anticipe dans le plan de financement. Pensez à prévoir 2 ou 3 mois de charges fixes, par exemple le loyer, les charges locatives, les salaires de vos équipes. Bien réfléchir à l'évaluation des stocks. Pensez, dans le cas de travaux, à majorer les devis de 5% pour se laisser une marge sur les imprévus. Conseil numéro 1. Pensez à financer la TVA sous forme de prêt-relais bancaire. Même si cette dernière est récupérable sous un délai de 3 à 6 mois, il vaut mieux se faire avancer la TVA plutôt que d'utiliser sa trésorerie. Conseil numéro 2. En général, les banques sont peu enclines à financer de la trésorerie. Donc, il est préférable de faire financer une part importante des investissements par le prêt bancaire, afin de dédier les apports et autres fonds propres à la trésorerie. Alors, en plus de votre apport personnel, qui peut vous accompagner pour financer cette trésorerie ? Les prêts d'honneur, France Active, Réseau Entreprendre, ainsi que les clubs d'investisseurs de l'économie sociale et solidaire tels que Garrigue ou les Cigales. Les financeurs en fonds propres, fonds d'investissement, business angel et plateformes proposant de l'investissement citoyen. Cette liste n'est pas exhaustive. Retrouvez des précisions dans notre épisode numéro 2 sur le financement des coopératives et le numéro 4 sur l'importance des capitaux propres. Levez des subventions d'amorçage auprès des collectivités, de la BPI ou de fondations. Les campagnes de crowdfunding, telles que le service Zest de la Nef, permet de se constituer un matelas complémentaire. Conseil numéro 3. En tant que banquier, nous sommes malheureusement parfois témoins d'imprévus sur les travaux de nos clients. Que ce soit les délais du permis de construire, comme l'évoque Alexandre, ou des retards pris par l'entreprise effectuant les travaux. Soyez regardant sur l'entreprise choisie. Au-delà des recommandations, vous pouvez aller sur société.com pour glaner des informations importantes sur la société, telles que sa date de création, le nombre de salariés qui la composent, le montant de son capital. Par exemple, une société nouvellement créée par un gérant qui a eu plusieurs affaires de courte durée est un facteur d'alerte. Retenez que plus la trésorerie est importante, plus cela laisse le temps à l'activité d'être rentable, et plus cela permet d'envisager la pérennité de la structure. Heureusement, en plus des ressources du plan de financement, il existe d'autres façons de mobiliser de la trésorerie. Auprès des fournisseurs. Si vous en avez la possibilité, ce n'est pas toujours évident en création, tentez d'obtenir un délai de règlement du matériel, des stocks, et aussi un moyen de renforcer sa trésorerie quand vous avez des délais de règlement client courts. Sollicitez auprès du bailleur 1 ou 2 mois de gratuité de loyer en contrepartie des travaux effectués. Et dans l'idéal, négociez un bail dont le montant des loyers sera progressif pour laisser le temps de monter en puissance de chiffre d'affaires. Dans certains cas, il est possible de mettre en place un système de précommande de vos produits et collections afin de lancer la production. Enfin, il faut aller plus loin que les dépenses d'installation et anticiper les besoins jusqu'à 1 an en établissant un tableau prévisionnel de trésorerie scrupuleux. Dépenses, recettes. Pour cela, vous pouvez trouver des outils en ligne ou vous faire aider par des structures d'accompagnement. Conseil numéro 4. Pour les entreprises de services, les startups, ou toute structure ayant un besoin en fonds de roulement important, l'enjeu des délais de règlement client longs peut être un sujet. On n'est jamais à l'abri d'un démarrage réussi, et vous pouvez être victime de votre succès avec un démarrage très rapide et une trésorerie trop faible pour financer les charges pour y répondre. Aussi, pour avoir un plan et anticiper, si vous envisagez une deuxième levée de fonds, capital, prêt participatif ou bancaire, il peut être intéressant d'avoir des premières pistes. Pour finir, nous l'avons vu, les imprévus s'absorbent avec une trésorerie de démarrage bien calibrée. En parallèle, ce sont les relations solides avec vos partenaires, votre stratégie à moyen terme et les bonnes opportunités, parfois elles aussi imprévues, qui vous permettront de vous développer. On vous remercie beaucoup pour votre écoute. On sort à peu près un épisode par mois, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être informé du prochain épisode. Cet épisode était enregistré par notre banquière itinérante Laetitia Dourdan, avec son client Alexandre Iliadis, au montage et à la production Anne Graal et Antoine Hautement.
Et on remercie Eva Fallonnet pour la communication.